des gondoles, le pont des Soupirs, le Grand Canal, le palais des Doges, la basilique San Marco. Venise est passée maître dans l'art de se donner en spectacle. Difficile, dans cet inventaire où les plus grands chefs-d'œuvre servent de décor à tant de clichés romantiques, de discerner le vrai du faux, le réel du factice. Une seule vérité ne supporte pas le doute. Les Vénitiens sont les enfants de la lagune. Sans la mer et les bateaux, jamais ils n'auraient inventé ce monde éblouissant que fut la République de Venise. Sans doute est-ce pour cela que le lancement d'un nouveau paquebot est vécu ici comme un événement d'importance. Pour couronner la fête, la marraine du grand paquebot blanc est la plus célèbre des actrices italiennes, Sophia Loren, une ambassadrice de rêve pour la croisière. Well, it's wonderful because, I mean, you can go, you choose the place where you want to go and discover, and you choose the trip that you want to do. I think it's absolutely incredible for a family to be able to stay all together and to see so many wonderful places and discover so many wonderful places in the world. When I came in and I saw the ship, I mean, it was absolutely incredible. Accompagnata dalla comandante Ferdinando Ponti, signore e signori, Sophia Loren. I'm somebody who is very anxious. I feel always the importance of the moment, and I get very emotional about it, yes, I do. Pronti, preparatevi perché questo è un momento molto importante. Be prepared, everybody. Sì! Venise se réveille. La Plaza San Marco a des allures de théâtre. Quelques heures avant l'ouverture du rideau, on s'active, on monte le décor. Ces hommes et ces femmes qui se mettent au travail sont un peu comme des acteurs avant l'entrée en scène. Au-delà du décor, il y a la vraie ville. Il suffit de s'éloigner un peu de la Plaza San Marco, de franchir quelques ponts, d'emprunter quelques ruelles pour sentir battre le cœur de Venise.
Au marché du Rialto, les habitués viennent acheter le poisson arrivé le matin même de Chioggia, le port de la lagune. Mais cette Venise-là perd chaque année un peu de ses habitants. Ils émigrent vers Padoue, Mestre et les cités nouvelles de la terre ferme et reviennent chaque matin à Venise pour travailler, s'arrêtant au passage pour boire l'indispensable café. Plaza San Marco, les premiers spectateurs sont arrivés. Le spectacle peut commencer. Venise aime s'admirer dans le miroir du passé. Elle n'en finit pas de vouloir ressembler à la ville du XVIIIe siècle peinte par Guardi et Canaletto. Une ville pétillante où la vie semble aussi légère que les nuages ou le vent de la lagune. Difficile de conserver un patrimoine aussi insaisissable. Dès l'origine, le café Florian a été une sorte de café culturel, car le sculpteur Canova était un ami du propriétaire. C'étaient des amis d'école, des amis d'enfance. De là est né cet intérêt pour la culture. Le café est devenu un lieu où les artistes se rencontraient. Je pense que l'atmosphère qui régnait ici en faisait une sorte de lieu d'avant-garde, un lieu où circulaient toutes les nouveautés qui pouvaient émerger à l'époque dans une ville comme Venise. C'est par exemple ici que les femmes ont été acceptées pour la première fois dans un café. Elles venaient y boire un café naturellement, alors que dans tout le reste de la ville, mais aussi dans toute l'Europe et dans l'Italie, c'était encore interdit. À Venise donc, les idées circulaient. Tout comme les marchandises venues des quatre coins du monde connu. De l'Orient, Venise importe depuis l'époque byzantine les fameuses épices et le café. Quand les premiers grains de café arrivent à Venise en 1638, ils sont considérés comme plantes médicinales. D'incroyables histoires ne tardent pas à courir à propos du café. On dit qu'à Istanbul, il rend les femmes lascives et qu'il fait perdre aux hommes leur virilité. Le Florian avait ouvert en 1720. Un siècle plus tard, Venise comptera 311 établissements, soit un café pour 500 habitants. Pour comprendre l'histoire des liens privilégiés qui unissent Venise à l'Orient, il faut se pencher sur l'histoire de la Méditerranée. À son apogée, l'Empire romain s'étend de l'ouest de l'Europe à l'Asie mineure et au nord de l'Afrique. Conséquence des invasions barbares sur l'Europe de l'Ouest, l'Empire se replie sur l'Orient autour de Constantinople, la nouvelle capitale. Sous l'impulsion de souverains christianisés, l'Empire devenu byzantin s'étend, colonisant l'Italie et notamment Venise. Mais c'est à nouveau le déclin. L'Empire disparaît devant l'expansion ottomane. Héritiers l'un et l'autre de Byzance, Venise et Constantinople vont tout à la fois se combattre et s'entendre commercialement. Du XIIe au XVIIIe siècle, Venise est l'une des plus grandes puissances méditerranéennes. Mais aucune volonté d'hégémonie territoriale. La force de Venise, c'est le commerce et la diplomatie. Ainsi, à aucun moment, même dans les époques d'affrontements directs, comme lors de la bataille de Lépante,
où la flotte vénitienne écrase la flotte turque, à aucun moment les Vénitiens ne cesseront de commercer avec les Turcs. En 1621, ils ouvrent leur comptoir sur le Grand Canal. Dès le XIIe siècle, 3 frères morts venus du Péloponnèse avaient ouvert la voie en s'installant dans le quartier de Cannaregio. Comment une cité de la taille de Venise a pu traiter d'égal à égal avec toutes les autres grandes puissances de son temps? Le secret se trouve là, derrière ces longs murs de briques rouges. Le palais des Doges ou la basilique San Marco incarne la dimension politique et religieuse de la Sérénissime. Mais le secret de sa puissance, c'est l'arsenal. Dans ce chantier naval qui occupe 10% de la surface de la ville, furent construits les milliers de galères et de navires marchands qui sillonnèrent la Méditerranée pour ramener les richesses de l'Orient. Il faut s'imaginer qu'il y avait dans cet endroit une myriade de travailleurs. Un nombre incroyable de métiers étaient pratiqués dans l'arsenal. Il y avait, et c'était évidemment le plus important, le charpentier. Mais il y avait le menuisier, le constructeur de rames, le constructeur de mâts, le forgeron, le fondeur de métal. Tous les métiers étaient réunis jusqu'au plus humble, comme le maçon. Dans l'arsenal, pour la première fois au monde probablement, 2 métiers étaient réservés aux femmes. Celle qui fabriquait les voiles et celle qui faisait les cordages. Il y avait une filature. Ce sont toutes les ficelles que ces femmes réunissaient et assemblaient pour constituer les cordages des bateaux. Nous devons imaginer l'arsenal comme une grande fourmilière où tout était organisé dans un seul but, la construction d'une galéasse. Parmi tous les bateaux construits ici, il en est un tout à fait exceptionnel, le Bucentaure. Le Bucentaure était une galère un peu particulière, modifiée dans sa partie supérieure pour pouvoir accueillir de nombreuses personnes. Le dernier Bucentaure avait presque 2000 décorations en bois recouvertes de feuilles d'or. Sur ce bateau particulier embarquaient le Doge et ses illustres invités le jour de l'Ascension, jour choisi pour une cérémonie mi-païenne, mi-religieuse. Durant la cérémonie, qui se déroulait à proximité du port du Lido, le Doge jetait à la mer une bague. Il épousait ainsi la mer, symbolisée par le dieu Neptune, pour la remercier de la richesse qu'elle avait apportée à Venise. Grâce à son activité commerciale, Venise repousse son horizon et ses frontières bien au-delà de la lagune. Venise devient le carrefour du monde. Les façades des palais qui bordent le Grand Canal témoignent de cette richesse commerciale et culturelle.
Jusqu'au début du IXe siècle, Venise est sous domination byzantine. Le saint grec Théodore est alors le saint patron de la ville. En 828, deux marchands rapportent d'Alexandrie la dépouille de saint Marc l'évangéliste, qui devient le nouveau saint patron. Ce changement symbolique traduit l'émancipation de Venise à l'égard de Byzance et marque son ancrage en Occident. Mais la Sérénissime n'oubliera jamais ses racines orientales, comme en témoigne la structure de la basilique San Marco. Les églises gothiques sont l'archétype du modèle occidental. Une travée parcourt toute la nef, allant de l'entrée jusqu'à l'autel. C'est la traduction métaphorique du parcours que fait chaque homme au cours de sa vie pour atteindre Dieu. Dans le modèle byzantin, le modèle grec, oriental, c'est la structure à 5 coupoles qui symbolise la divinité. Elle garantit la présence de Dieu à chaque moment de la vie d'un chrétien. Tu entres, tu es ici, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Dieu est partout au-dessus de toi. D'une certaine manière, tu l'as déjà atteint. Parce qu'il t'aime, il est toujours au-dessus de toi. La volonté des Vénitiens, c'était de s'inspirer du modèle élaboré par Byzance. En fait, ce que souhaitaient les Vénitiens, c'était créer une sorte de jumelage avec Byzance. Les mosaïques ont été réalisées par des maîtres byzantins. Car quand les ingénieurs, les architectes grecs sont venus pour construire l'église, ils ont amené avec eux les artistes mosaïstes. Comme on ne voyageait pas facilement et pas rapidement à cette époque, ces artistes sont venus avec leurs familles et leurs ateliers. Ils se sont installés et ont ainsi pu transmettre leur art aux artistes vénitiens. C'est ainsi qu'en l'espace de 150 ans, un grand nombre d'ateliers de mosaïque ont vu le jour à Venise. Sous l'influence des maîtres byzantins, l'iconographie qui décore les coupoles est de facture byzantine classique. C'est dans les coupoles que l'on peut admirer les mosaïques les plus anciennes. Pendant des siècles, les artistes poursuivront l'œuvre de leurs prédécesseurs en couvrant les murs de la basilique San Marco de mosaïques. De la simplicité byzantine à l'exubérance baroque, cette œuvre monumentale exprime la permanence de l'influence orientale à Venise. Le Musica quitte Venise pour sa croisière inaugurale.
Il descend lentement la Giudecca, offrant à ses passagers un long et majestueux travelling au-dessus de l'une des plus belles villes du monde. Quittant la lagune, le Musica s'apprête à rejoindre la haute mer, destination Bari et le sud de l'Italie. En attendant d'arriver à Bari, les passagers découvrent leur hôtel flottant, une sorte de voyage dans le voyage ouvert sur le monde. Nous approchons de Bari. Ce port, l'un des plus importants de l'Adriatique, accueille le trafic des ferries reliant l'Italie à la Grèce ou à la Croatie. Dès le Moyen-Âge, Bari s'affirme comme une ville de marins et de commerçants. 2 siècles après que Venise ait accueilli la dépouille de Saint Marc, des marins de Bari dérobent à Myra, dans le sud de la Turquie, les reliques de Saint Nicolas. Devenu le saint patron de la ville, la vénération de Saint Nicolas se propage et dépasse rapidement les frontières de l'Italie. À Bari, comme dans le reste du monde, la présence de Saint Nicolas a toujours été rattachée aux marins et aux commerçants. Les plus grandes cités maritimes ou fluviales ont choisi Saint Nicolas comme saint patron. C'est le cas des grandes villes du Rhin ou du Danube. Que ce soit dans les grandes villes maritimes ou dans les cités de l'intérieur des terres, on trouve souvent Saint Nicolas sur la place du marché, ou bien une église qui porte son nom. L'effondrement de l'Empire byzantin fait de l'Italie du Sud une terre ouverte aux conquérants. Bari devient ainsi, en 1071, la possession des Normands. Destinée à accueillir les reliques du saint patron de la ville, la basilique Saint-Nicolas, avec sa façade dépouillée, est l'un des plus beaux exemples de style roman du sud de l'Italie.
Après les Normands, la ville tombe entre les mains des Souabes qui élèvent de puissantes fortifications. Viennent ensuite les Angevins, puis les Aragonais. Après 3 ou 4 siècles d'occupation successive, que reste-t-il de l'époque byzantine ? C'est à partir du milieu du XVe siècle que l'art vénitien a commencé petit à petit à supplanter l'art byzantin. Cependant, on constate que même s'il reste très peu de témoignages architecturaux de leur présence ici, sur le plan iconographique, l'influence de Byzance est bien réelle. On peut dire que la présence de Byzance a profondément marqué la région. Quittant Bari, nous mettons le cap au sud-est, en direction de la Turquie. Après 700 000, soit un peu plus de 1100 km depuis notre départ de Bari, nous approchons d'Izmir. Connu sous le nom de Smyrne durant l'Antiquité, Izmir est aujourd'hui le plus grand port turc de la mer Égée. Durant l'époque gréco-romaine, de nombreuses colonies fleurissent le long des rivages de la mer Égée. De toutes ces cités, Éphèse fut probablement l'une des plus puissantes et des plus prospères. La naissance d'Éphèse se perd dans la nuit des temps. Après plusieurs siècles d'occupation lydienne, perse ou grecque, c'est avec les Romains que la petite cité devient l'une des plus grandes métropoles de l'Antiquité. L'âge d'or de l'Empire romain débute au IIe siècle. À l'époque, la population de la ville atteignait 200 000 habitants. Cette population n'était pas uniquement constituée de gens du peuple. Il y avait aussi des aristocrates, des esclaves et puis aussi des commerçants. Beaucoup d'entre eux venaient des différentes contrées situées à l'est de l'Anatolie. Pour cette raison, on parlait de nombreuses langues différentes ici à Éphèse. Et pour la même raison, il y avait une diversité dans les pratiques religieuses. La ville a toujours été un pont entre l'Orient et l'Occident. On peut dire que la plupart des marchandises et des matières premières qui circulaient sur la route de la soie à destination de l'Occident transitaient par ici. La bibliothèque de Celsius, avec sa double rangée de colonnes corinthiennes, est l'un des plus beaux édifices d'Éphèse. Elle témoigne de la richesse de la ville au IIe siècle de notre ère. À cette époque, Éphèse donnait sur la mer. Son grand port était l'instrument de sa richesse. Mais les alluvions charriées par le fleuve entraînent progressivement le recul de la ligne des eaux et l'ensablement du port. Éphèse se recouvre inexorablement de sédiments. Ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle que les fouilles révèlent l'impressionnante étendue du site.
Laissant à tribord la côte égéenne de la Turquie, nous faisons désormais route vers le nord. Le Musica se dirige désormais vers sa destination finale, Istanbul. Durant la nuit, nous avons franchi le détroit des Dardanelles et pénétré dans la mer de Marmara. Les îles aux Princes se dessinent à l'avant du bateau. Nous approchons d'Istanbul. L'instant tant attendu arrive enfin. Les silhouettes de la Mosquée Bleue et de Sainte-Sophie se détachent de la pointe du sérail. Nous sommes à Byzance, à Constantinople, nous sommes à Istanbul. De part et d'autre du Bosphore, située à la fois en Europe et en Asie, Istanbul, ville de légende, demeure à jamais pour tous les voyageurs la porte de l'Orient. Pour prendre le pouls de la ville, il faut se rendre sur le pont de Galata. Ce pont qui enjambe la rivière Corne d'Or est au cœur de tous les trafics, celui des voitures, des piétons et des bateaux. L'explosion démographique est telle que les deux ponts suspendus reliant l'Europe à l'Asie ne suffisent plus. Pour endiguer le flot des travailleurs venant quotidiennement de l'autre côté du Bosphore, le nombre et la taille des ferries augmentent sans cesse. En attendant l'ouverture prochaine du métro qui passera sous la mer, dans quelle autre ville au monde peut-on voir des habitants aller d'un continent à un autre chaque matin en bateau pour aller travailler ? Trop vaste pour être contrôlé, soumis aux invasions barbares, l'Empire romain est au bord de l'effondrement. Constantin décide, en 324, de fonder une nouvelle capitale sur les rives du Bosphore. Cette nouvelle Rome deviendra Constantinople, la ville de Constantin. Pendant les siècles qui suivent, Constantinople ne cessera de s'embellir et de briller. À la suite des Romains, les Byzantins fortifient la ville, qui n'occupe alors qu'une partie de la rive occidentale du Bosphore. Rome tombée aux mains des barbares en 476, Constantinople devient alors la seule capitale d'un empire devenu chrétien.
Pendant près de 8 siècles, l'Empire byzantin va donc incarner la chrétienté en Orient et constituer un rempart face aux barbares et plus tard face au déferlement de l'islam. Le règne de Justinien incarne l'âge d'or de Byzance. La basilique Sainte-Sophie est son plus beau chef-d'œuvre. L'empereur Justinien, en arrivant au pouvoir, veut que cette église soit la plus grande église de son temps. Il ordonne de construire pour Sainte-Sophie une coupole énorme. Il veut que cette coupole soit la plus grande du monde. La coupole de Sainte-Sophie est unique. Nulle part au monde il n'en existe de semblable. Pour les Ottomans qui ont pris Constantinople, cette coupole devient une référence, et notamment pour le plus brillant de leurs architectes, Sinan. Sinan a été beaucoup influencé par Sainte-Sophie. Il a cherché à la reproduire quand il eut la charge d'édifier ses plus grandes mosquées. Assise imparfaite, tremblement de terre, incendie, la basilique que découvre Sinan au XVIe siècle a beaucoup souffert. Mais le plus impardonnable est le pillage commis en 1204 par les croisés. En comparaison, il faut souligner la bienveillance du sultan Mehmet le Conquérant, le vainqueur de Constantinople. Quand le sultan Mehmet le Conquérant arrive à Sainte-Sophie pour la première fois, il est très impressionné par sa merveilleuse architecture. Il ne veut pas qu'elle soit détruite et souhaite la transformer en mosquée et la garder intacte. La plupart des matériaux utilisés dans la construction de Sainte-Sophie proviennent, en particulier pour les piliers de marbre, d'Égypte, d'Éphèse et des diverses villes de l'Empire. De la même façon, la couverture en marbre des murs vient de Prokanessos, Naxos et Paros, où se trouvent les carrières de marbre. Ce que Justinien souhaitait est que Sainte-Sophie symbolise l'unification du monde. À cette époque-là, on y croit. Une galerie supérieure court tout autour de la nef centrale. C'est le gynécée, la place réservée aux femmes. C'est dans cette partie du monument que se situent les plus belles mosaïques, comme celle de la Déisis, dite aussi mosaïque de la prière. Elle représente sur fond d'or le Christ, la Vierge et Saint Jean-Baptiste. Ce que l'on admire ici, au-delà de la prouesse technique, c'est le réalisme dans le traitement des visages. Au-delà de leur signification religieuse, les mosaïques de Sainte-Sophie sont un livre ouvert sur les habits, les parures, les coiffures et le visage des souverains byzantins. Istanbul est une synthèse de Byzance, de Constantinople et d'Istanbul d'aujourd'hui. Sainte-Sophie représente très bien cette synthèse. C'est pourquoi elle est le symbole de la ville.
Sainte Sophie veille sur la ville depuis bientôt 1500 ans. 15 siècles durant lesquels les caravanes de chameaux délivraient sur les rivages du Bosphore tous les trésors de l'Asie centrale et de la péninsule arabique. 15 siècles au cours desquels les voiliers, après avoir jeté l'ancre au milieu de la Corne d'Or, chargeaient ici les précieuses marchandises à destination de l'Europe, parmi lesquelles, richesse entre les richesses, les épices. Quittant les parfums enivrants du bazar aux épices, nous poursuivons, happés par la foule, notre voyage à l'intérieur de ce labyrinthe exotique où se côtoient marchands d'ustensiles de cuisine et vendeurs de café. Plus loin encore, nous arrivons à la frontière d'un autre monde, le Grand Bazar. 40 000 mètres carrés, 3 600 magasins, 68 rues, 19 portes d'entrée. Le Grand Bazar n'est pas seulement le plus grand centre commercial du monde, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. Le commerce avec les marchands de la route de la soie était une grande source de richesse pour le Grand Bazar. Cette étape permettait aux marchands de se reposer pour 2 ou 3 jours avant de repartir. Le Grand Bazar était à l'époque le maillon principal pour le commerce. Depuis 543 ans, il conserve la même structure, avec la joaillerie, les bijoutiers, les tapis, le textile, le cuir et les objets de souvenir. Actuellement, le cours de l'or mondial est décidé ici, ainsi que le cours de la livre turque. Autrefois, les Vénitiens étaient surtout intéressés et séduits par l'or, les bijoux, les tapis et tous les autres ornements comme les coffres et les fils d'or brodés sur la soie. On fabriquait tout cela dans les ateliers du Grand Bazar. Et les Vénitiens achetaient et repartaient d'ici en étant sûrs de faire de grands profits en les revendant en Italie. Les cargos et les ferries ont aujourd'hui remplacé les felouks et les goélettes. Au temps de la route de la soie ou du commerce avec Venise, les eaux du Bosphore étaient au centre d'un incroyable trafic de voiliers en tout genre. Sur les rives, ce n'est qu'une succession de palais, de forteresses, comme celle de Roumélie-Issar, construite par le sultan Mehmed II en 1452, un an seulement avant la prise de Constantinople. On y découvre aussi les yalis, maisons traditionnelles en bois qui font aujourd'hui le bonheur des habitants fortunés d'Istanbul. Les commerçants de Venise étaient la plupart du temps des diplomates. Grâce aux archives, nous savons que les Vénitiens monnayaient leurs relations avec d'autres puissances, comme l'Autriche ou l'Espagne. Ils pratiquaient une sorte de diplomatie monétaire. Cette spécificité a joué un rôle important pour l'Empire ottoman. Venise a permis à l'Empire de disposer de liens commerciaux ou diplomatiques avec l'Europe de l'Ouest. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à une certaine époque, durant la Renaissance,
Le langage diplomatique, c'était l'italien, à cause de la puissance toscane. Sans nier l'influence vénitienne et l'omniprésent modèle byzantin, Constantinople, devenu ottomane, produit quantité de chefs-d'œuvre, à commencer par l'élégante mosquée bleue. Avec ses cascades de coupoles harmonieuses et ses 6 minarets, la mosquée bleue est une œuvre tardive. Construite au début du XVIIe siècle, alors que l'Empire ottoman est au crépuscule de sa puissance, elle s'inspire d'un modèle élaboré 150 ans plus tôt par l'incomparable Sinan. Pour avoir une vision plus complète de l'élégance et de la diversité de l'architecture ottomane, il faut pénétrer à l'intérieur du palais de Topkapi, qui pendant 400 ans fut le centre politique et gouvernemental de l'Empire ottoman. Ce palais traduit dans son organisation, dans ses plans, les structures mêmes de l'Empire ottoman. La première partie, c'est l'État, l'universalité, le Conseil impérial. La seconde partie, c'est l'entrée du bonheur, avec les harems. Cette partie était également celle où se trouvaient les écoles impériales, réservées aux héritiers du trône, ainsi que la salle de réception où étaient introduits les ambassadeurs. Les richesses accumulées par les sultans sont aujourd'hui regroupées dans la salle du trésor du musée de Topkapi. Parmi les pièces d'exception, on peut admirer ce diamant de 86 carats en forme de poire. Un poignard serti de 3 énormes émeraudes. Ou encore cette aigrette du XVIIIe siècle ornée d'une émeraude surmontée de rubis entourée de diamants. Salle d'audience, appartement du sultan, mosquée, bibliothèque, dortoir, cuisine, confiserie, section des vêtements impériaux, des montres et des horloges. La liste est infinie des lieux qui composent le palais de Topkapi. Ce complexe, qui s'étale autour de 4 vastes cours, était une véritable ville accueillant des milliers de personnes. Mais la partie la plus secrète, c'est le harem. Dans cet endroit, à l'abri des regards dirigés par les eunuques, où seul le sultan avait le droit de pénétrer, se sont nouées pendant plus de 300 ans les intrigues les plus invraisemblables et le destin de l'Empire ottoman. Ce palais incarne aussi les structures, l'organisation militaire turque. Mais ce qui émane avant tout de Topkapi,
C'est ce qu'on pourrait appeler quelle magnificence très modeste. Si à Venise, les cafés étaient au XVIIIe siècle des clubs littéraires, des lieux à la mode, à Constantinople, ils faisaient partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, à Istanbul, le café associé au narguilé est toujours un art de vivre. Je viens ici depuis longtemps. Je viens, je fume le narguilé, je bois du café. Ce que j'aime aussi, c'est parler avec des amis. On parle de différentes choses, on parle de politique, de football, on parle aussi des problèmes de la Turquie. C'est une habitude, je viens ici tous les jours. Je prends mon narguilé, je parle avec mes amis. Je ne peux pas m'en passer, c'est ma façon de vivre. En vérité, je ne peux pas vivre sans tout ça et sans boire de café.